Alors, aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment passionnant. Il essaie de projeter ce que sera le Royaume-Uni en 2026. La source, c'est une analyse du laboratoire d'analyse des discours contemporains, La Société observée sous la loupe. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne prédit ni un effondrement, ni une sorte de miracle économique. Le terme qui revient sans cesse, c'est ajustement pragmatique. L'image, c'est celle du pays sur une ligne de crête. C'est une belle image, la ligne de crête, mais elle peut être un peu anxiogène, alors que l'analyse, elle, insiste plutôt sur l'idée d'un pilotage, d'une forme de contrôle. Ah, ce n'est pas une navigation à l'aveugle alors. Non, justement, le gouvernement expérimente, il bouge les curseurs, et ça nous amène à l'autre expression clé du document, qui est peut-être la plus juste, le bricolage lucide. Mais en étant conscient de ce qu'on fait. Exactement. C'est ça. Pas un grand plan révolutionnaire, mais des réparations, des ajustements. L'analyse parle d'une lente tentative de réécriture du logiciel britannique. On ne change pas tout, on essaye de corriger le code, pas à pas. C'est vraiment cette tension qui est au cœur de tout le document. Bon, pour y voir plus clair dans ce bricolage, l'étude propose 4 grands axes. D'abord l'économie, bien sûr, qui semble un peu en suspens. Le nerf de la guerre. Exactement. Ensuite, le climat et l'énergie, un domaine où le Royaume-Uni a souvent été vu comme un leader. Puis, on plongera au cœur du pacte social britannique, les services publics, le logement, et on finira par la diplomatie, comment le pays essaye de retrouver sa place dans le monde. On commence par l'économie ? Allons-y, c'est le point de départ qui conditionne un peu tout le reste. Oui. Et le tableau qui est dépeint est assez paradoxal, non ? On a des chiffres qui pourraient rassurer. L'inflation, par exemple, qui serait retombée à 3,2% fin 2025. La croissance, modeste, mais positive, 1,2. On pourrait se dire que le plus dur est passé. Voilà. On a évité la récession, ouf. Oui, mais l'analyse, elle, gratte un peu sous la surface. Et ce qu'elle décrit, c'est une stabilisation précaire. Le soulagement est là, mais la confiance, elle, n'est pas du tout revenue. On est loin de l'idéal des banques centrales. Et ça se voit comment, concrètement ? Dans le comportement des ménages. La consommation repart un peu, oui, mais l'image qu'ils utilisent est très juste. Les gens consomment prudemment, comme on teste la température de l'eau du bout du pied. Il n'y a pas d'enthousiasme. C'est une reprise un peu frileuse. On la retrouve aussi sur le marché du travail, qui était pourtant le point fort de l'économie britannique. L'analyse parle de fissures. Le chômage global qui passerait à 5,1%, un seuil symbolique. Oui, on n'avait pas vu ça depuis 2021. Mais le chiffre qui est vraiment préoccupant, c'est celui des jeunes. Près de 16% de chômage chez les moins de 25 ans. C'est énorme. C'est un chiffre que l'analyse qualifie de politique et d'inconfortable. Politique parce que c'est le risque d'une génération sacrifiée. Et c'est une véritable bombe sociale à retardement. D'accord. Et pour ajouter à la complexité, il y a un autre paradoxe. L'analyse note un point positif. Les salaires réels. Pour la première fois depuis longtemps, ils augmentent un petit peu. Ah, enfin une bonne nouvelle. Oui, mais une bonne nouvelle qui est tout de suite nuancée. Évidemment. Parce qu'en même temps, la pression fiscale augmente. La formule de l'analyse est très directe. L'État reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Donc l'augmentation de salaire est annulée par les impôts, en gros. En grande partie, oui. Le pouvoir d'achat stagne. Et face à ça, que font les entreprises? Rien. Elles attendent. L'incertitude est trop grande, donc elles n'investissent pas. Cet attentisme, cette prudence, j'ai l'impression qu'on retrouve exactement la même chose sur le deuxième grand thème, le climat et l'énergie. Pourtant, là aussi, le point de départ semblait bon. L'analyse rappelle que le Royaume-Uni a quand même réussi à diviser ses émissions par 2 depuis 1990. C'est une performance remarquable. Personne ne le nie. Une des meilleures parmi les grandes économies. Mais le document cite un avertissement très clair du Comité sur le changement climatique, un rapport de juin 2025. En gros, le message, c'est l'autosatisfaction à ses limites. C'est direct. Très. Ils disent qu'au rythme actuel, les objectifs de 2030, ça restera de la théorie. Il faudrait aller 2 fois plus vite. Le leader d'hier est devenu l'élève qui risque de redoubler. Donc le moteur cale. Et la solution miracle, le mot que l'analyse appelle presque magique, c'est l'électrification. On le voit avec les voitures électriques, leur nombre double tous les 2 ans, c'est un vrai succès. C'est un succès visible, symbolique, oui, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La phrase de l'analyse est frappante. Dès que l'on sort de l'automobile, l'élan retombe. Et l'exemple, c'est le chauffage des maisons, les pompes à chaleur. Exactement. Sur ce sujet, le pays est très en retard. Ça reste marginal à l'échelle européenne. Et la raison est structurelle. Ce n'est pas un problème de technologie.
C'est un problème de coût. C'est un problème de politique de prix. L'analyse parle d'une aberration énergétique parfaitement rationnelle sur le plan politique. En fait, c'est simple. L'électricité est maintenue artificiellement chère par des taxes, alors que le gaz, lui, reste très bon marché. Du coup, pour un particulier, le calcul est vite fait. Voilà. Même avec des aides, passer à l'électrique, c'est compliqué. Politiquement, il est plus facile de ne pas toucher au prix du gaz que de forcer la transition. On choisit la paix sociale à court terme. On retrouve ce fameux bricolage lucide. On avance là où c'est facile, sur la voiture électrique, et on repousse les décisions difficiles. C'est une transition parfaite vers notre troisième point, les services publics. On commence par le NHS, le service de santé, le pilier émotionnel du pays. Oui, le NHS. Alors, en surface, ça semble plus calme. Les grandes grèves sont terminées, mais le problème de fond, lui, est plus criant que jamais. Les listes d'attente. Le chiffre est vertigineux, je crois. Plus de 7 millions de traitements en attente. C'est un chiffre qui semble complètement déconnecté des plans politiques. C'est devenu une sorte de bruit de fond permanent. Et face à ça, quelle est la stratégie? On met plus d'argent? On essaie surtout de changer d'approche. La nouvelle doctrine, c'est moins d'hôpital centralisé, qui coûte une fortune, et plus de prévention, plus de technologie, comme la télémédecine, et plus de soins de proximité. Sur le papier, ça a l'air cohérent. Ça l'est. C'est même très moderne. Le problème, c'est la mise en œuvre. Ça demande du temps, de nouvelles compétences et surtout de la confiance. Et aujourd'hui, le temps et la confiance, ce sont des ressources très rares. C'est une course contre la montre. Et on voit la même chose pour l'autre grande crise sociale, le logement. Là aussi, le discours est très volontariste. On promet un boom de la construction en simplifiant les règles d'urbanisme. Oui, la volonté est là. Mais elle se fracasse sur ce que le texte appelle la réalité des infrastructures. On peut autoriser la construction, mais si les routes sont déjà bouchées, les écoles pleines, et surtout si les réseaux d'eau usée sont au bord de l'implosion, Ça ne marche pas. ça ne marche pas. Et il ne faut pas oublier les résistances locales qui sont très fortes. Et pendant ce temps, sur le terrain, pour les gens, quelles sont les conséquences? Elles sont très dures. L'analyse parle d'une augmentation de l'insécurité résidentielle et du nombre de sans-abri. Et elle résume ça avec une formule qui m'a vraiment marqué, une formule très puissante. Laquelle? Le futur se planifie, le présent déborde. Waouh, c'est très fort. Ça résume tout. Oui, ça dit tout de cet écart entre les grands plans pour demain et l'urgence de quotidien qui n'est pas gérée. On a donc un pays qui est tourné vers l'intérieur, qui essaye de se réparer. Est-ce que cette approche se reflète sur la scène internationale, dans la diplomatie? C'est exactement ça. La posture de Londres est qualifiée d'exercice d'équilibriste. Le slogan officiel, c'est le réalisme progressiste. Mais dans la pratique, l'analyse résume ça par une autre formule. Réparer sans s'excuser. Réparer sans s'excuser, c'est-à-dire... Et qu'est-ce qu'on répare en premier? J'imagine la relation avec l'Europe. C'est la priorité absolue. L'analyse identifie un tournant, le sommet de mai 2025, avec l'Union européenne. Ça a marqué un dégel tangible, surtout sur la défense et la sécurité. La coopération est redevenue une évidence. Mais on ne remet pas en cause le Brexit pour autant. Surtout pas. Ce serait politiquement impossible. L'idée est bien plus subtile. On ne remet pas en cause le Brexit. On le contourne, pragmatiquement. On ne détruit pas le mur, on construit des passerelles à côté, sur des sujets très précis. C'est assez habile. D'accord, on contourne l'Europe. Et pour le reste du monde, le Global Britain, c'est toujours le projet? Il évolue. L'analyse note deux choses. D'un côté, un nouveau regard sur l'Afrique, qui se veut moins paternaliste, plus stratégique. De l'autre, la relation avec les États-Unis. Elle reste centrale, bien sûr, mais elle est décrite comme plus lucide. Washington est un partenaire central, mais plus imprévisible que jamais. La fin de la relation spéciale inconditionnelle? C'est un peu ça, oui. Londres a compris qu'il fallait diversifier. Et au milieu de tout ça, il y a le dossier que l'analyse appelle inflammable. L'immigration, c'est le point de friction ultime. C'est le point de rupture possible, en tout cas. L'abandon du plan Rwanda n'a absolument rien réglé. Le système d'asile est sous une pression énorme. Les coûts explosent. Le gouvernement est pris en étau entre l'humanité affichée pour la scène internationale et les contraintes budgétaires bien réelles qui crispent le débat national. C'est un dilemme qui fracture le pays. Bon, si on fait le bilan de tout ça, l'impression que ça me laisse pour 2026, c'est celle d'un pays qui a mis en pause les grands projets. Il n'y a plus de grands récits. On est dans la maintenance, la correction, l'ajustement. Un pays qui essaie de se stabiliser à l'intérieur, tout en avançant à pas de loup à l'extérieur. Je trouve, car elle nous ramène à l'essentiel. Elle dit que le succès de cette politique, on ne le lira pas dans les communiqués diplomatiques ou les chiffres de la croissance. On le lira où alors?
dans la vie des gens. Je cite la toute fin du texte. Le succès se mesurera à des signaux bien plus concrets. La capacité des citoyens à se loger, se soigner, travailler, consommer sans anxiété permanente. Et le texte conclut. Tout le reste n'est que littérature stratégique. Littérature stratégique. C'est une conclusion très humble, finalement, très terre-à-terre. Pour finir, ça me laisse avec une question en suspens. Ce bricolage lucide, cet art de l'ajustement, est-ce que c'est une nouvelle forme de résilience, une force pour le XXIe siècle, ou est-ce que c'est simplement le signe d'une ambition revue à la baisse? La réponse, je crois, définira toute la prochaine décennie britannique.